Alors donc, moi j'aime bien l'emmerder justement parce que quand il m'envoie sa première version de dinosaure ou de stégocéphale ou autre, il m'arrive, hein, pas tout le temps bien sûr, mais de l'enquiquiner en disant écoute, est-ce que tu peux rétrécir un peu le museau qui est peut-être un peu trop long par rapport aux fossiles que j'ai découverts. Et donc mais en deux ping-pong, trois ping-pong, l'espèce c'est torché entre guillemets quoi. Enfin, peu d'itérations suffisent, mais ça veut dire qu'il y a quand même là dans comment dire, la contrainte qui s'impose à l'artiste, elle est de nature scientifique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un animal qui ressemble plausiblement ou de loin à quelque chose qui serait un animal réel, soit du passé, soit un animal présent. C'est là où on veut le réussir avec une qualité de représentation qui va dans les moindres détails. Là, quand on voit que les images qui défilent, quand on voit comment vous travaillez, sur je dirais des insectes, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, enfin tu me corriges si je me trompe, enfin sur un être dont on veut représenter les moindres détails, et l'on voit des fois des modifications qui ont l'air d'être franchement pour l'œil non averti, à la marge. Je dis bon attends, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller aussi précis que ça? Et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller aussi précis que ça justement? Est-ce que c'est important à ce point? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une espèce de prétention de faire des sculptures photoréalistes ou hyperréalistes, il faut quand même s'acharner sur le fait que le moindre détail doit y être quand même, sinon ça perd un peu de son sens. Mais c'est vrai aussi que faire ce genre de sculpture avec ce genre de logiciel, qui est un logiciel vraiment assez facile d'utilisation, ça ne peut se faire que dans un cadre, en tout cas pour ma part, que dans un cadre scientifique. C'est-à-dire que paradoxalement, plus j'ai de contraintes scientifiques, c'est-à-dire biomécanique, physique, etc., plus l'imagination travaille. C'est assez paradoxal, mais en tout cas moi je fonctionne comme ça et c'est vraiment un plaisir justement de travailler avec des scientifiques pour pouvoir enrichir justement l'image finale ou la modélisation finale, lui apporter du crédit. La contrainte est créatrice finalement, elle n'est pas. Exactement. C'est pas un embêtement comme on peut l'imaginer souvent. Pour vous, c'est vraiment finalement indispensable. Est-ce que vous seriez à ce point, si vous étiez à ce point peu contraint, seriez-vous en panne d'imagination, non pas, mais en peine plutôt qu'en panne de création d'animaux ou de structures sculptées animales? Déjà, je pense que s'il n'y avait pas ces contraintes scientifiques, d'abord je ne serais pas là. Et puis je pense que je ferais tout à fait autre chose. Non, c'est vraiment important. C'est une condition sine qua non pour moi. Et donc, du coup, le scientifique, il trouve un intérêt. Enfin, est-ce que tu peux nous dire, Jean-Sébastien, quel est l'intérêt qu'un scientifique peut trouver, justement, cette collaboration finalement très étroite avec un artiste? L'intérêt, alors, il est de représenter, en fait, d'une manière la plus réaliste possible, l'élément fossile qui est par nature fragmentaire. Un fossile, c'est un vestige, un reste, en fait, d'un organisme pétrifié entre guillemets. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du phénomène de la fossilisation, mais souvent un squelette n'est pas complet. On trouve des morceaux, voire même des dents isolées, et c'est en faisant de l'anatomie comparée dans un premier temps qu'on arrive à recoller les morceaux ou à combler un petit peu le vide. On se base pour compléter le squelette manquant sur d'autres os, d'autres ossements qui sont connus chez l'espèce la plus proche, en attendant de trouver mieux. C'est comme ça qu'on avance en fait en termes de méthodologie. Une sorte de puzzle spatio-temporel. Un petit peu. Les os sont un peu partout dans l'espace terrestre et dans le temps, des couches de différentes profondeurs. Un puzzle 3D spatio-temporel. Voilà. La méthodologie. Et ce qui est intéressant, c'est que l'artiste, en fait, il peut nous corriger aussi. Il est arrivé que Marc me dise, écoute, ta mâchoire là, bon, elle est bien, enfin la mâchoire du fossile, hein, j'entends. Elle est bien, mais j'arrive pas à la modéliser en 3D, il y a un truc qui manque, revois ta copie, quoi. Et j'ai revu ma copie, c'est-à-dire mon fossile, et j'avais oublié de dessiner une petite apophyse, en fait, qui était planquée au niveau, enfin bon. Et du coup, j'ai corrigé, j'ai renvoyé ça à l'artiste qui m'a appelé en me disant « Ah, ça va mieux, tu fais des progrès, mon petit. » Oui, donc c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que finalement, le travail de Marc, parce qu'il a besoin de le réaliser, disons, en vrai, ça reste une œuvre virtuelle entre guillemets, mais n'empêche qu'il y a la nécessité que ça s'emboîte, que ça s'enclique, que ça fonctionne d'une certaine façon, même si ce ne sont pas des pièces réelles. Notant, j'ai l'impression comme étant fait en 3D, on pourrait, j'imagine, les imprimer avec l'imprimante 3D, on pourrait faire ça. Ouais, il y a la nécessité que ça clique, que ça marche, et du coup, toi, tu t'en rends compte tout de suite qu'il n'est pas forcément facile quand on n'a que la pièce qui va se cliquer sur rien qui est le morceau qui manque. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle la biomécanique, c'est-à-dire étudier en 3D les possibilités dans l'espace de chaque articulation, et ça nous nourrit, nous, en tant que scientifiques, parce que ça nous permet de savoir
comment l'animal, bon, on a notre petite idée, mais l'artiste participe à cette augmentation des connaissances sur la locomotion de l'animal, ses différentes postures possibles, les degrés de liberté qui sont possibles en termes d'espace en fonction de chaque articulation qui sont préservées chez le fossile. Parce qu'en plus, Marc, tu peux les animer, ces animaux, une fois qu'ils sont créés, tu pourrais les mettre en scène, enfin, parce que si tu voulais faire un film, genre Jurassic, on ne dit pas la suite parce qu'il n'était pas bien celui-là, par exemple. Enfin bref. Futurassic Park. Tu pourrais, ou Paléozoic Park, tu pourrais les animer de la même façon, ça serait imaginable à partir de tes structures 3D. Bon, il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. Moi, je suis vraiment sculpteur, anatomiste ou sculpteur animalier. Après, pour les animer, c'est vraiment un autre métier qui s'appelle animateur. C'est un métier à part entière. D'accord, mais c'est possible, bien sûr. Mais partant de ton travail, bien sûr, pas forcément toi, mais partant de ton travail, on pourrait imaginer les animer. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire un documentaire animalier sur les êtres du passé que Jean-Sébastien étudie et découvre, les faisant travailler par ton expertise d'artiste numérique, les donnant après à un animateur qui après met tout ça en scène avec tout et hop, ça fait un film génial sur ces bestioles, quoi. C'est-à-dire que la plupart des animaux que je modélise sont... j'ai modélisé avant de commencer à faire la sculpture, je modélise le squelette, tout ce qui est ostéologique et biologique. Donc une fois que l'animal est terminé, lorsqu'il est modélisé entièrement, ils sont prêts à être rigués. En fin de compte, on peut directement mettre une ossature prête pour l'animation. D'accord. Là, ils sont prêts à l'emploi. Ils sont prêts à l'emploi, d'accord. Parce que là, l'animation que l'on voit, c'est juste l'animation de ton travail ou de l'animal 3D pris comme un objet, une sculpture qu'on regarde dans tous les sens, ce qui n'est pas l'animation dont on parlait, bien sûr. C'est ça. Et alors, donc vous êtes intéressé aux animaux du futur. Alors, pour un artiste, on pourrait se dire, bah, très bien, il a le droit, il fait ce qu'il veut. De toute façon, c'est un artiste, ça lui fait plaisir, alors il y va. On voit Manchu, là, il a fait tout, bah oui, il ne demande pas l'avis des scientifiques. Manchu, pour faire son boulot, il le fait, quoi. Et puis ça fait plaisir à regarder. Donc pour un artiste, autant ça ne me surprend guère, mais il y a probablement une histoire derrière ça, que tu te raconteras, une rencontre ou des rencontres. Et puis Jean-Sébastien, alors là, pour le coup, c'est plus curieux. Pour un gars qui va creuser la poussière dans l'Afrique ou dans le Loiret, enfin en tout cas dans le Ruténois, pour trouver des bouts d'os qui dépassent, essayer de les reconstituer, les comprendre, donc ça on comprend, c'est la science des animaux du passé, mais les animaux du futur. Quel est l'objectif finalement en essayant d'imaginer, de créer ces animaux du futur? Alors pour le futur, c'est le jeu intellectuel en fait, c'est l'exercice intellectuel qui est plaisant, qui est jubilatoire, d'imaginer des évolutions possibles en fonction de différentes espèces, éventuellement qui se portent bien aujourd'hui, en sachant très bien que l'évolution des espèces n'est pas modélisable, n'est pas prédictible, tout simplement parce que c'est un phénomène qui est très complexe et qui fait intervenir quasi une infinité de paramètres. Il faudrait un ordinateur quantique pour finalement modéliser l'évolution des espèces. Et puis, si on savait comment on allait évoluer ou pas dans 10 millions d'années, la vie serait un peu triste, je trouve. Donc c'est surtout le côté en fait jubilatoire, l'exercice intellectuel, et puis je suis lecteur et consommateur entre guillemets de science-fiction, et je rajoute modestement ma petite brique. La contribution. Voilà. Parce que quand on parle futur, dans le futur c'est long, surtout vers la fin. Et c'est un futur quoi? C'est dans 100 ans? Dans 1000 ans? C'est dans 10 millions d'années. Donc c'est un bon futur quand même. C'est un bon futur, mais c'est demain à l'échelle de la planète. La planète a 4500 millions d'années, 4,5 milliards à peu près. Et là, on est dans 10 millions d'années. Alors pour nous, c'est très long, voire quasi impossible, en sachant qu'une espèce, quand on fait de la paléontologie, on peut calculer en fait les espérances de vie moyennes des espèces. Alors c'est très moyen, parce que le chiffre que je vais vous donner, la variance est supérieure à la moyenne, mais on est grosso modo, en fonction des groupes, entre 1 million d'années et 10. Entre 1 et 10 millions d'années. Quand on est arthropode, on vit en moyenne, en général, un peu plus longtemps que quand on est tétrapode. Mais là, c'est pas l'individu, bien sûr, je le redis pour être bien clair. C'est l'espèce. D'accord, c'est l'espèce complète qui a les transformations qu'elle subit, les transformations évolutives qu'elle subit, qui la transforme si radicalement qu'on ne la reconnaît plus visuellement, disons, quand il s'est écoulé, disons, entre 1 et 10 millions d'années. C'est ça ce que tu veux dire? C'est ça. Donc, soit il y a transformation d'une espèce en une autre, soit il y a extinction. Ah oui, évidemment, l'extinction, évidemment. Et toi, Marc, comment tu en es arrivé à ce travail alors paléo-artiste, mais aussi de animaux du futur? Parce que je sais qu'il y a une discipline qui s'appelle la biologie spéculative, donc peut-être Jean-Sébastien nous parlera, mais tu as été en contact, toi, il me semble, dans un passé pas trop ancien. il y a un siècle ou deux, c'est ça. Donc tu étais en contact il n'y a pas si longtemps que ça avec des
des gens qui font de la biologie spéculative. Alors est-ce que tu peux nous raconter ça, et peut-être, ou Jean-Sébastien complétera sur la définition de ce que c'était biologie spéculative? Oui, ça a commencé en fin de compte en 1995. Donc j'ai travaillé sur un film avec Dougal Dixon, qui est en fin de compte le père de la biologie spéculative. Et le travail de production a duré à peu près 2 ans, enfin 1 an et demi. Et à la suite de ce film-là, c'est vraiment une idée qui m'a vraiment, qui m'a pas quitté du tout. Et en 2000, j'ai décidé de partir dans le sud de la France pour des raisons très personnelles, en tout cas pour m'isoler. Et j'ai commencé à travailler sur les animaux du futur.